quels sont les principes fondamentaux de la pensée classique? Alors, trois principes principaux qui sont effectivement la liberté, donc le libéralisme. Donc c'est la liberté des comportements économiques. Il faut faire confiance aux individus dans leurs choix économiques. C'est donc la liberté d'entreprendre. C'est la liberté de posséder. C'est la liberté de contracter. Ce sont toutes les grandes libertés économiques. Et ces grandes libertés économiques, évidemment, elles doivent s'appuyer sur le droit. C'est-à-dire qu'il y a un droit qui reconnaît et qui garantit ces libertés. Donc l'État, déjà, du point de vue du droit, n'est pas absent du système économique. C'est lui qui fonde les droits, qui les écrit, et qui ensuite les défend. Ou va permettre, par les actions en justice, à ceux qui sont lésés du point de vue du droit, de réclamer réparation. D'accord ? Donc c'est cette idée de liberté économique qui est garantie par le droit, et notamment la liberté d'entreprendre. C'est aussi, évidemment, la propriété des moyens de production, une propriété privée des moyens de production, donc voilà, c'est le respect de l'entreprise, et le respect de l'entreprise, il s'accompagne d'un droit particulier à un revenu particulier qui est le revenu de l'entrepreneur, à savoir le profit. Le profit ou les bénéfices. Un autre principe classique extrêmement important, c'est l'absence, hormis d'un point de vue juridique, et puis de 2-3 exceptions dont nous reparlerons plus tard, c'est l'absence d'intervention généralisée de l'État. Le grand principe de la pensée libérale, c'est de laisser faire les marchés, de laisser précisément les initiatives économiques, et que l'État ne doit se mêler de rien en matière d'économie. Pourquoi il doit se mêler de rien ? Parce que son intervention va fausser le jeu du marché. Donc non seulement l'État n'est pas utile dans la vie économique, mais son intervention est nuisible. Okay ? Ceci étant dit, si on réfléchit, même dans les conceptions de l'État minimal souhaitées par les classiques, eh bien, il faut quand même de la matière fiscale. Il va falloir quand même prélever des impôts, un minimum, sur les revenus pour faire fonctionner cette machine qu'est l'État, puisque les fonctions régaliennes, que sont la police, la justice et la sécurité extérieure, ça nécessite évidemment des moyens. Donc même dans l'État minimal revendiqué par les libéraux, de toute façon, il va y avoir une déformation des réalités économiques, puisqu'il va falloir prélever des impôts sur un certain nombre de revenus pour pouvoir financer les dépenses publiques minimales. Donc, voilà les principes particuliers de la pensée classique. Donc le raisonnement est macroéconomique, c'est-à-dire qu'on a une description de l'ensemble du système, ce qui n'empêche pas les classiques à certains moments de venir parler des motivations, par exemple du capitaliste ou de l'ouvrier. Mais en règle générale, on est plutôt dans une approche macroéconomique globale du système économique. Ces classiques vont travailler sur la théorie de la valeur, et donc vont développer énormément ces théories de la valeur, en distinguant 3 grands types de valeurs, en fait. La valeur d'usage, la valeur d'échange et la valeur travail. Alors pour faire simple, la valeur d'usage, c'est la valeur d'un bien, c'est l'utilité qu'a un bien pour une personne en particulier à un moment donné. Si je suis chez moi, une gourde d'eau fraîche n'a aucune utilité. Si je suis dans le désert, elle a une grande utilité. Donc c'est ça, la valeur utilité, c'est l'utilité que peut avoir un bien à un certain moment pour un agent donné. La valeur d'échange, c'est ce que vaut une marchandise contre une autre marchandise. D'accord ? Mais généralement, c'est ce que vaut une marchandise contre une quantité de monnaie, puisque on ne pratique plus essentiellement le troc. Donc c'est la valeur de marché d'une marchandise. Et puis, le concept de valeur travail, et c'est là où les classiques sont originaux, puisque c'est ce qui va être repris par Karl Marx, c'est l'essentiel
de la théorie de la valeur de Karl Marx, la valeur travail. Ils vont essayer de réduire, les libéraux, les classiques vont essayer de réduire la valeur de toute chose en une quantité de travail. Par exemple, pour fabriquer cette télécommande, il y a 10 ouvriers qui ont passé au total 20 heures. Et donc la valeur de cette télécommande, c'est 20 heures de travail. Alors vous allez me dire, ouais, mais il y a des matières premières. Ben oui, mais ces matières premières, il y a des gens qui les ont extraites et ça a coûté 10 heures de travail. Donc 10 heures plus 20, 30. Ah oui, mais vous allez me dire, il y a aussi des machines, des robots, etc. pour assembler ce genre de petites choses. Et oui, mais les machines ont été aussi construites par les hommes, ce qui a nécessité un certain nombre d'heures de travail. Donc, on peut tout réduire à un certain nombre d'heures de travail, et donc on peut trouver une unité homogène à la valeur des biens, qui est une quantité de travail. Hein, c'est la grande idée des classiques qui va être reprise par Marx, et qui va être le fondement de la théorie de l'exploitation chez Marx. Petit problème, est-ce qu'une heure de travail est homogène? La réponse est non. Quelle comparaison peut-on faire entre une heure de travail d'un ingénieur informaticien et une heure de quelqu'un qui balaye la rue? Est-ce qu'on peut comparer ces heures de travail? La réponse est non. Donc le travail est tout sauf homogène. Donc finalement, les classiques n'ont rien résolu en disant que la valeur suprême des choses, c'était la quantité de travail que ces choses renfermaient. À partir du moment où la productivité du travail est différente en fonction de sa qualification, on ne peut plus rien comparer du tout. Bref, ils ont développé cette théorie de la valeur travail. Les néoclassiques, eux, s'appuieront uniquement sur le concept de valeur d'usage. C'est l'utilité qui fonde la valeur des choses chez les néoclassiques. Alors, il y a une théorie des prix qui est pertinente, en tous les cas qui est intéressante. Hein. Donc il distingue prix naturel et prix de marché. Le prix naturel, c'est ce que valent les choses, c'est en fait l'idée de coût de production. Ça se rapproche de l'idée de coût de production, hein, exprimée dans une terminologie moderne. Et le prix de marché, c'est le prix d'échange. Et ils ont une intuition intéressante, ils disent, voilà, le prix de marché, il gravite toujours autour du prix naturel, au prix du coût de production, ce qui leur sert à dire que l'échange par le marché est la meilleure régulation économique possible. Puisque le prix, qui est le résultat des transactions sur le marché, eh bien, va se rapprocher, en quelque sorte, du prix naturel, c'est-à-dire du coût de production des produits. Une théorie de la répartition et une analyse en termes de classe sociale, effectivement. Chaque classe sociale dans le monde classique a sa rémunération, le propriétaire terrien a la rente, l'entrepreneur a le profit et l'ouvrier a le salaire. Une théorie, le salaire est minimal, puisque le salaire dépend du prix des subsistances. Donc c'est, voilà, combien ça coûte de faire manger un ouvrier et sa famille, de lui donner un toit et de le loger à peu près, et de le vêtir à peu près. C'est ça le salaire de subsistance. Donc c'est essentiellement déterminé par le prix du pain. C'est la dépense la plus essentielle des familles ouvrières à cette époque-là. Donc on les paye au minimum pour qu'ils puissent survivre. Ce qui veut dire que les propriétaires terriens et les capitalistes sont opposés, sont en conflit. Pourquoi? Parce que les propriétaires terriens, plus ils vont mettre des terres en culture, plus le blé va être cher. Plus le blé est cher, plus les salaires sont élevés. Plus les salaires sont élevés, moins le profit des entrepreneurs est important. Et donc ça, c'est très intéressant. Je vous disais tout à l'heure, Keynes, il met en rapport son analyse économique et les classes sociales. Ben là, on a une lecture des conflits potentiels entre les classes sociales d'après les intérêts économiques qui sont pas compatibles. Les rentiers, les propriétaires terriens sont les ennemis des capitalistes. Ok ? Autre point, distinction entre sphère réelle et sphère monétaire. Alors ça, je vous en parle parce que quand on va travailler sur les théories de la monnaie, ce sera un élément extrêmement important. Ils sont dans ce qu'on appelle une vision, excusez-moi pour l'expression, une vision dichotomique de la monnaie. Ce qui veut dire qu'à cette époque-là, on pense, voilà, il y a le monde réel
et il y a le monde de la monnaie. Et que le monde de la monnaie n'intervient pas sur le monde réel, sur le monde de la production. Ce n'est qu'un voile. Donc que la monnaie est neutre. Et on sait depuis Keynes, encore lui, que la monnaie, justement, c'est pas qu'un voile du tout. La monnaie, elle interfère sur la production réelle de marchandises. Pourquoi ? Parce que la monnaie, elle peut être désirée pour elle-même. C'est pas simplement un outil pour l'échange, la monnaie. La monnaie, on peut la conserver pour avoir plus de monnaie. Ça s'appelle la spéculation ou le placement à intérêt. D'accord ? Mais eux, ils ne voient pas ce phénomène-là et ils pensent, voilà, la monnaie, c'est juste un outil et ça n'a aucune interférence avec l'économie réelle. Par contre, ils ont une vision pessimiste sur la croissance économique. Alors ça, c'est assez paradoxal parce que, je vous dis, ils sont dans un monde de la révolution industrielle où donc l'activité ça est très forte. Hein, il y a plutôt de la croissance, surtout par rapport au siècle précédent. Ils n'y croient pas parce qu'ils pensent que la croissance, elle va être bloquée très rapidement, soit les uns par l'absence de terre, pour Malthus parce qu'il va y avoir trop de population qui va absorber tous les surplus de la croissance. Enfin, chacun a sa raison, et dont la raison essentielle, d'ailleurs, c'est de penser qu'on est dans un monde à rendement décroissant. C'est-à-dire qu'il faut de plus en plus de ressources pour produire la même quantité de biens. Et pourquoi ils pensent ça, ces gens-là ? C'est vrai, par exemple, pour l'agriculture. Plus on cultive, moins on cultive de terres fertiles. Hein, vous êtes d'accord ? Dans un pays, les terres ne sont pas également fertiles. Quand on commence à cultiver, ou les agriculteurs sont des abrutis, ce qui n'est pas le cas, ou, et c'est ce qu'ils vont faire, ils vont cultiver les terres les plus fertiles. Donc 1 hectare, au départ, produit beaucoup. Et puis plus il va falloir produire, et plus on va mettre en culture des terres moins fertiles. Et donc moins on va produire. D'accord ? C'est ça qu'on appelle des rendements décroissants. Et du coup, le prix des denrées agricoles va être déterminé par le coût de production des terres les moins fertiles. Parce qu'il faut que ces gens-là, ils gagnent leur vie. Et donc ça va faire augmenter le prix des matières agricoles. Et si ça fait augmenter le prix des matières agricoles, ça fait augmenter les salaires. Et si ça fait augmenter les salaires, ça fait baisser les profits. Si les profits baissent, les entrepreneurs n'entreprennent plus. Fin de la croissance économique. Ça, c'est la théorie de Ricardo pour justifier que la croissance économique, elle ne peut pas durer très longtemps. Mais Malthus, pour les raisons de population, ou Smith, pour d'autres raisons, sont assez d'accord. Donc on croit que voilà, le monde ne peut pas générer des augmentations de richesse comme ça de manière indéfinie. Alors ça caractérise aussi très très fort les classiques. Une théorie de l'échange international, je vous ai parlé de Ricardo, mais en fait Smith avait déjà une théorie de l'échange international qui s'appelle la théorie de l'avantage absolu. Je ne reviens pas là-dessus puisque ce sera un des points de notre programme, mais ce sont les premiers économistes qui se sont penchés sur l'intérêt des nations à commercer entre elles. Là aussi, c'est très annonciateur de ce qui se passe, hein, puisque la mondialisation, c'est avant tout et d'abord le développement des échanges commerciaux entre les nations.